Est-ce que la polyarthrite rhumatoïde est toujours une maladie à impression physique qui peut répondre avec le sourire redoutablement efficace. Le micro est à toi et un peu moins pour qu'on puisse répondre aux questions. Et pour tous nos amis auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et j'en ferai la synthèse à René Marc. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je rapproche le micro. Donc, aujourd'hui, on vous propose d'illustrer surtout et d'être à l'origine d'une réflexion sur la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde. Et vous allez voir se succéder beaucoup d'images et vous comprendrez qu'il y a peut-être une évolution plus séculaire de cette maladie. Alors, vous avez à l'écran la polyarthrite rhumatoïde que vous connaissez quand elle est débutante, et vous avez à droite l'aspect au bout de quelques années à peine, tel que le voyait le professeur Fam à Marseille, le professeur Wendling à Besançon, le professeur Fautrel à La Pitié et moi-même à Lille. Et du coup, qu'est-ce qu'une polyarthrite rhumatoïde sévère? Alors bien sûr, si à l'écran vous avez ces déformations, si vous avez ce qu'on appelle ces destructions lytiques majeures, et si vous avez des complications extra-articulaires graves, comme les vascularites ou l'amylose, oui, il y a des formes à l'évidence sévères de la maladie. Pour autant, vous voyez que déjà il y a une vingtaine d'années, la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde ne faisait pas l'objet d'un consensus en termes de définition. Et il y a eu quelques publications sous forme de méthode dite Delphi pour savoir comment retenir la notion de sévérité. Je vous montre ici les résultats d'une interrogation des experts français, une trentaine d'experts français, et on leur a demandé, pour vous, qu'est-ce qu'une polyarthrite rhumatoïde sévère? Et vous voyez que les 3 premiers rangs de classement, c'est l'importance du handicap avec l'aide d'une tierce personne, le HAQ, et ce que vous ne connaissez probablement pas car on n'en parle plus depuis longtemps, ce sont les classes fonctionnelles de l'ACR. Donc c'est l'importance du handicap. Quand on regarde ici la même méthodologie au niveau d'experts nord-américains, voilà, une polyarthrite rhumatoïde sévère, vous voyez à l'écran qu'elle se définit surtout par le retentissement structural avec l'atteinte cervicale en numéro 1 et puis les autres atteintes qui conduisent notamment aux arthroplasties totales, donc des arthropathies destructrices. Et voyez qu'ensuite, on voit apparaître les atteintes extra-articulaires graves, comme la vascularite et le syndrome de Felty. Alors, je pense que la destruction osteoarticulaire est à l'évidence un élément qui permet de qualifier une polyarthrite rhumatoïde de sévère. Et en image, il y a effectivement ces fameuses formes lytiques. On appelle ça l'aspect dit en verre, non d'une pipe. Voilà, il suffit de le dire. Ce n'est pas l'aspect en boutonnier, en verre de montre, c'est-à-dire que ceux qui vont au théâtre, quand vous avez ces petites jumelles, on appelle ça les mains en lorgnette. Et quand vous avez ces mains dans vos mains, vous avez l'impression d'avoir que des petits os qui se baladent, qui bougent les uns les autres, comme au théâtre, où on s'amuse avec ces petites lorgnettes pour voir ce qui se passe sur la scène. Donc voilà, on imagine cette ostéolyse majeure, ce raccourcissement des doigts, ce qu'on appelle les mains en lorgnette. Alors bien sûr, sur les radiographies standards, on n'est pas à la recherche de la petite érosion marginale de 3e MCP. Vous avez quelques exemples de ces destructions majeures que l'on appelle les formes lytiques de la polyarthrite rhumatoïde, je dirais de la polyarthrite rhumatoïde du siècle dernier. Il y a une trentaine d'années, j'ai fait un exposé de plus d'1 heure uniquement sur l'imagerie de la sémiologie des coccytes rhumatoïdes.
Vous avez ici ce que l'on appelle la coxite lytique. Et voyez, en 1975, dans une polyarthrite rhumatoïde, en 4 mois, la disparition complète de la tête. Vous avez bien sûr d'autres formes lytiques. Vous avez ici ce qu'on appelle les formes pseudo-syringomyéliques, avec effectivement ces ostéolyses massives, tête humérale, coude. Et puis bien sûr, au cours des 3 à 5 premières années de la maladie, il y avait classiquement l'atteinte cervicale supérieure avec les subluxations, notamment C1, C2, les risques d'impression basilaire, les risques de décès avec mort en épistotonose. Et vous voyez ici à l'écran une dislocation majeure du rachis cervical sur spondylodicite multi-étagé. Alors, cette impression basilaire, eh bien, elle est devenue relativement rare aujourd'hui et vous comprenez bien sûr ce risque de complications, tétraplégie, tétraparésie et en cas de luxation verticale haute, eh bien, le retentissement au niveau, effectivement, notamment de l'amygdale cérébelleuse. Alors, voilà ici ce que l'on appelle la coxite protrusive, avec à la fois la destruction des têtes fémorales, et vous voyez cette progression et protrusion qui, une fois que le cotyle était totalement détruit, eh bien, il y avait ce qu'on appelle une luxation endopelvienne sur, à l'image, un aspect dit en battant de cloche. Alors voilà, vous avez ici ce qu'on appelle la progression dans le temps de la coxite dite de Forestier, et on comprend que, bien sûr, ces atteintes structurales définissent une polyarthrite rhumatoïde sévère. Le deuxième grand cas de figure, ce sont les polyarthrites rhumatoïdes avec manifestation extra-articulaire. À gauche de votre écran, vous avez les pleurésies rhumatoïdes qui pouvaient être, et je parle quasiment au passé, 2 observations ces dernières années seulement, qui peuvent être des pleurésies à répétition. À droite, vous avez une volumineuse endocardite rhumatoïde. C'est véritablement la greffe de nodules rhumatoïdes au niveau intracardiaque et il pouvait y avoir des polyarthrites rhumatoïdes inaugurées par une insuffisance aortique maligne. Bien sûr, il y a l'atteinte pulmonaire. Vous la connaissez mieux parce qu'elle est toujours d'actualité. Non seulement elle est toujours d'actualité, mais c'est même aujourd'hui l'atteinte extra-articulaire la plus fréquente si je mets de côté l'ostéoporose. Avec effectivement la possibilité à gauche d'avoir des nodules rhumatoïdes, et c'est un petit clin d'œil ch'timi, car il y a l'association avec une silicose, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kaplan, et à droite, vous avez bien sûr ces aspects d'atteinte pulmonaire interstitielle qui peuvent être fibrosantes et qui aujourd'hui constituent pour moi l'atteinte la plus fréquente et la plus sévère des manifestations extra-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde, j'y reviendrai. L'atteinte ophtalmologique est heureusement rare. Vous avez ici la forme la plus grave, la scléromalacie perforante, donc perforation de la sclère, risque infectieux et de fonte purulente de l'œil. Et dans les nodulites, eh bien, vous avez ici les leptoméningites rhumatoïdes avec des nodulites très rares, bien sûr très graves, puisque à l'évidence, la figure que je vous montre est une pièce nécropsique. Donc le pronostic n'a pas été bon. Le syndrome de Felty a quasiment disparu. Je vous rappelle qu'il peut y avoir des lésions dermatologiques de type ulcère artériel et puis bien sûr les éléments sémiologiques que vous connaissez avec l'anoconeutropénie, la splénomégalie, voire l'hépatosplénomégalie. Et puis la dernière complication qui à l'époque était d'une fréquence d'environ 1%, que l'on considérait comme l'atteinte la plus grave, la vascularite rhumatoïde, surtout dans ses formes nécrosantes. Ça, c'est un malade à gauche que j'ai vu en démarrant mon internat, donc dans les années 1980. Ce malade, bien sûr, au stade, je dirais, de momification, a dû être amputé des pieds.
La malade de droite est une malade que j'ai vue quelques années après. Elle a sauvé son petit orteil du pied gauche, mais à droite, il a fallu quand même l'amputer partiellement. Donc c'est vrai que la vascularite rhumatoïde, à gauche, vous avez le purpura nécrotique extensif et la neuropathie multiple avec le pied tombant pour atteindre du SPE. La classique vascularite grave, quand ici au milieu, elles peuvent s'observer en regard des nodules rhumatoïdes. Et puis, il y a bien sûr des complications graves qui ont quasi disparu, et notamment les atteintes cardiaques, digestives et surtout le risque d'insuffisance rénale terminale par amylose secondaire AA. Donc oui, les atteintes structurales peuvent définir des polyarthrites sévères. Oui, certaines atteintes extra-articulaires, à l'évidence, signent la sévérité de la maladie. Mais en tant que tel, il n'y a pas que ça. Car après tout, on sait qu'il existe aujourd'hui une surmortalité par accident coronarien. Autrement dit, l'atteinte vasculaire peut être à intégrer dans la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde. On connaît bien sûr les risques infectieux secondaires à la maladie et ou au traitement. Il y a les risques néoplasiques et surtout le surrisque de lymphome malin. Et puis après tout, la maladie peut être sévère parce qu'on la traite, parce qu'il y a les risques iatrogènes. Au XXe siècle, il y avait 1 à 1,5% de nos malades PRSA qui décédaient des INS. Alors que dire des corticoïdes? Que dire des traitements de fond? Et puis bien sûr, la sévérité pourrait être aujourd'hui définie sur les PRO, c'est-à-dire une maladie sévère, parce qu'on sait qu'elle peut conduire à la perte de l'emploi, au divorce, aux troubles thymiques graves. Donc on a énormément de domaines d'évaluation et de définition de ce que peut être une PR sévère, notamment à l'échelon individuel. Mais ce que je vous montre maintenant en deuxième partie, c'est que la sévérité, on va dire la plus dure de la maladie, eh bien vous allez voir que notamment les grandes manifestations extra-articulaires sont en train de disparaître, que le recours à la chirurgie orthopédique se réduit considérablement, et vous allez voir, bien avant l'arrivée des biothérapies et bien avant l'arrivée du treat to target. Vous verrez même que sur les cohortes, les populations biologiques naïves, donc les polyarthrites toutes débutantes, pour les malades qui rentrent dans les études des patients méthotrexate naïfs, eh bien vous allez voir que notamment l'atteinte structurale est en train de diminuer de façon séculaire. C'est surtout ça que je vais vous montrer, avec au final aujourd'hui une surmortalité qui était classique, classique pour les PR séropositives et qui aujourd'hui est en train de disparaître. Donc que des bonnes nouvelles. Alors là, on va surtout regarder les figures, les diagrammes. Voilà une étude sur les bases de données de l'assurance maladie de Californie. Vous voyez que le nombre de patients est important, près de 4000 malades hospitalisés. Et vous voyez qu'entre 1983 et 2001, c'est-à-dire à une époque où on faisait à peine du méthotrexate en première ligne à 7,5 mg, eh bien, vous voyez que la vascularite rhumatoïde était déjà sur une diminution d'incidence de près d'un tiers. Et pour le syndrome de Felty et la splénectomie, eh bien, vous voyez que ça a presque disparu, indépendamment du méthotrexate, indépendamment des biothérapies, puisque à titre indicatif, jusque 2000-2005, dans les pays anglo-saxons, c'est la sulfasalazine qui était quand même le traitement de première intention dans de nombreux pays. Ici, c'est le registre des vétérans nord-américains. Et voyez à l'écran, vous avez la même chose de 1985 à 2005. Vous voyez cette diminution considérable du syndrome de Felty, des atteintes cardiaques, mais en haut à droite, l'atteinte pulmonaire, elle, c'est la seule qui est croissante, et notamment par un biais potentiel, c'est l'augmentation de la reconnaissance et du diagnostic même de l'atteinte pulmonaire.
Alors, cette atteinte pulmonaire, je vous l'ai dit, aujourd'hui, elle est mieux connue, elle est mieux reconnue, et c'est clair, c'est aujourd'hui certainement l'atteinte extra-articulaire qui reste indiscutablement, comme vous le voyez ici sur une cohorte de polyarthrite débutante au Royaume-Uni, associée à une surmortalité. Je n'en dis pas plus, mais vous savez qu'il y a déjà eu quelques communications françaises en ce sens, et au Congrès français, eh bien, Pierre-Antoine Juge vous présentera les résultats français de l'analyse du SNDS et vous verrez ce que représente la fréquence et la sévérité de l'atteinte pulmonaire de la polyarthrite rhumatoïde, communication retenue en plénière au mois de décembre. L'illustration sur la chirurgie orthopédique, alors là, il y a une vingtaine, une trentaine de publications. Je n'en ai sélectionné que quelques-unes car elles vont toutes dans le même sens. Depuis le début des années 80, il y a une diminution de la chirurgie orthopédique, que ce soit la chirurgie précoce des synovectomies et au poignet, il y avait la fameuse intervention dite de Sauvé-Capandji, mais aussi au niveau de la chirurgie prothétique. Alors, vous l'avez vu, ici, on est sur les hospitalisations qui sont en nombre de diminution conséquent. Vous voyez que l'hospitalisation malade PR, eh bien, la diminution commence à partir des années 1993. 1993, vous voyez que ça commence à décliner, donc indépendamment du treat to target et de ce que vous connaissez aujourd'hui en termes de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Là, vous voyez, on a la diminution de la chirurgie orthopédique avec les petits triangles noirs. C'est les arthroplasties. Donc, petit triangle, ce sont les synovectomies et petit carré, la chirurgie articulaire. Et vous voyez que globalement, de 2000 à 2006, on voit une diminution. Ici, c'est la cohorte japonaise Yora, 4 à 5 000 PR. Et vous voyez que de 2000 à 2007, eh bien, la chirurgie orthopédique totale est en très nette diminution. Vous savez que les biothérapies n'ont été véritablement proposées à nos patients qu'à partir de 2003-2004 pour des PR qui avaient en moyenne 10 ans d'évolution. Donc, si vous avez déjà 5-10 ans auparavant une diminution de la chirurgie orthopédique, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant. Alors, je sais que certains diront bah, c'est grâce au méthotrexate que oui, nous, Français, on utilise depuis les années 1980, mais je faisais encore en l'an 2000 un topo sur traitement du méthotrexate en première intention et on démarrait à 7,5 mg. On pourra en discuter. Et voilà bien sûr d'autres données. Et vous voyez que même dans les études cliniques, quand on regarde les malades dans les cohortes PR débutantes, méthotrexate naïve, tous les critères cliniques et biologiques montrent qu'il y a une nettement moindre inflammation clinique et biologique. Et vous voyez que pour les malades pour lesquels on a testé les biothérapies, eh bien la sévérité structurale, le score de Sharp à l'inclusion, pour des études de population équivalente, est beaucoup, beaucoup plus faible. Je vous ai laissé quelques images en couleur de publications plus récentes sur les cohortes scandinaves et vous voyez que de 1995 à 2005, avant les biothérapies, eh bien, il y a déjà une diminution considérable du recours à la chirurgie orthopédique. Ça, c'est la Finlande. Vous l'avez ici pour d'autres interventions. Vous l'avez ici sur une autre publication issue du Royaume-Uni. Et je pense que vous avez la même image ici au niveau des données scandinaves du registre d'ANBIO. Et voyez, je vous ai même mis encore la Norvège. Vous voyez que toutes les bases de données montrent depuis les années 1990 une diminution globalement de la chirurgie
en général, y compris de la chirurgie orthopédique, des arthroplasties, des grosses articulations. Et ça s'observe bien avant l'arrivée des biothérapies. Et on pourra discuter, mais minimalement bien avant, le treat to target et l'optimisation du méthotrexate. Quant à la surmortalité, eh bien effectivement, elle diminue. Et dans les publications les plus récentes, eh bien aujourd'hui, eh bien, la surmortalité, même cardiovasculaire dans la PR, est en train de s'estomper. Donc aujourd'hui, eh bien, sur le critère sévérité-mortalité, eh bien là encore, on a des résultats de plus en plus rassurants, même avec des cohortes relativement anciennes. Alors, il n'empêche qu'il y a quand même toujours une surmorbimortalité d'origine cardiovasculaire, mais elle est en train de s'estomper. Le risque de lymphome perdure, puisque vous savez qu'il est multiplié par 2 à 3, mais ça reste quand même une complication rare de la polyarthrite. Les complications iatrogènes existent toujours, mais je n'ai pas de chiffres récents à vous donner pour avoir véritablement le pourcentage de patients qui vont décéder de leur maladie par le biais d'une complication iatrogène. Il n'empêche qu'en 2007, avec Bernard Combe, nous avons dirigé le groupe de travail de l'HAS et nous avons considéré que toutes les polyarthrites rhumatoïdes étaient sévères à partir du moment où elles avaient un traitement de fond, mais on a gardé la définition sévérité tout simplement parce que c'est ce qui permet à l'assurance maladie d'octroyer la LD et le 100%. Alors pourquoi cette polyarthrite n'est plus à l'image de ce qu'a connu le professeur Flippo il y a 40 ans maintenant? Certains diront que c'est grâce à la précocité du diagnostic, à l'optimisation de la prise en charge. C'est possiblement vrai, mais à mon avis, en partie. Mais ce n'est certainement pas, pour le moment, grâce aux biothérapies. Le méthotrexate et son optimisation, c'est clair, il y a quand même une certaine concordance, mais malgré tout, le méthotrexate, qui reste un excellent traitement, j'ai quand même beaucoup de mal à concevoir que c'est le seul méthotrexate qui a permis déjà entre 1980 et 2000 d'avoir une telle diminution des atteintes structurales et des atteintes extra-articulaires. Cette question de la moindre sévérité séculaire, eh bien, vous voyez qu'au moment où je prenais mon premier stage de rhumato, eh bien, certains rhumatologues se posaient déjà la question. C'est-à-dire que dans les années 80, quand ils comparaient avec les pairs des années 1950, ils trouvaient déjà que la maladie était nettement moins sévère. Et quand on regarde ici en 2005, effectivement, ce qu'il en est, eh bien, vous voyez que d'autres experts, eh bien, effectivement, se posaient la question, mais sans évoquer l'influence de l'environnement. Et on sait aujourd'hui que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie d'origine multifactorielle, une prédisposition génétique, importance des facteurs environnementaux, de l'exposome, et vous connaissez le rôle du tabac. Je pense que la modification de l'environnement est en grande partie responsable de cette modification phénotypique de la maladie. Car quand on regarde les études qui ont essayé d'évaluer l'impact des biothérapies, eh bien, aucune étude ne montre de diminution de la chirurgie orthopédique grâce aux biothérapies, et c'est même un petit peu l'inverse, mais là, je pense qu'on est dans les facteurs confondants, parce que les biothérapies ont été prescrites aux formes les plus actives, potentiellement les plus sévères, ou à risque de destruction structurale. Et au final, malgré les biothérapies, eh bien, on observe un recours à la chirurgie au moins aussi fréquent que dans les populations non biothérapies. C'est ce qu'illustre le registre EuropeFin, où je vous ai montré eh bien, que globalement, les chiffres d'incidence à la chirurgie prothétique, ils sont comparables entre la population qui a eu recours au biologique, celle qui n'a pas eu recours au biologique,
mais il y a énormément de biais malgré certains critères d'appariement. Explication, et le professeur Fautrel nous fera part de ses commentaires. Donc, pourquoi la polyarthrite rhumatoïde serait moins sévère aujourd'hui? On a dit que c'était avant la maladie des bonnes sœurs. Bon, il y a de moins en moins de bonnes sœurs, mais toutes les polyarthritiques n'ont pas eu 2, 3, 4 ou 7 enfants, comme c'est le cas à Lille. Certains ont mis en avant des facteurs hormonaux et l'effet bénéfique potentiel de la contraception hormonale. Le poids et l'alimentation, globalement, j'aurais plutôt tendance à dire qu'elles sont quand même de plus en plus obèses et qu'elles mangent de plus en plus mal. Elles fument de moins en moins, non, puisque vous le savez, les femmes fument beaucoup plus aujourd'hui que dans les années 70-80. Il y a d'autres facteurs environnementaux, pollution, pesticides. Donc oui, peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, la pollution rurale est peut-être moins délétère. Bref, encore beaucoup de points d'interrogation. Alors bien sûr, on aimerait mettre en avant les progrès qu'on a faits sur le plan thérapeutique et sur le fait que nous avons renversé cette pyramide pour traiter vite et traiter fort. Alors bien sûr, dans le Nord-Pas-de-Calais, les pyramides ne sont pas tout à fait équivalentes à celles des Égyptiens. Ce qui est sûr, c'est que les mineurs, c'était un véritable modèle expérimental. Ils fumaient et il y avait la silicose. Ils faisaient des pairs très sévères. La moule, oui, on a traité la polyarthrite rhumatoïde par les moules de Nouvelle-Zélande. Bon, la disparition des mines et le fait de manger encore des moules, c'est peut-être une explication sur la moindre sévérité des polyarthrites rhumatoïdes dans le Nord-Pas-de-Calais. Bien évidemment, ces propos sont plutôt de type humoristique. Alors bien sûr, il y a la qualité des thérapeutes. Et bien évidemment, en ce qui me concerne, les géants des Flandres, le professeur Corté et moi-même, à l'évidence, il y a certainement les compétences et l'expertise des thérapeutes. Je n'en dirai pas plus, car vous connaissez ma modestie potentielle. La conclusion, par les images que je vous ai montrées, c'est qu'à l'évidence, la polyarthrite rhumatoïde n'a plus du tout cette sévérité potentielle telle qu'on la voyait au siècle dernier, telle qu'on la voit encore aujourd'hui pour les polyarthrites rhumatoïdes qui, en règle générale, ont débuté plutôt au XXe siècle qu'au XXIe siècle. La démonstration structurale, notamment du bénéfice des biomédicaments, reste discutable. Et c'est pour ça que des études très récentes qui disent qu'aujourd'hui, des trithérapies peuvent faire aussi bien qu'une biothérapie, oui, peut-être, parce qu'on est sur des formes, à l'évidence, beaucoup moins sévères. Et n'oubliez pas que dans certaines études très récentes, PR et rhumatisme pso, vous avez aujourd'hui 80-90% des malades qui, dans le bras placebo, ne progressent plus sur le plan structural. Alors c'est vrai que si la maladie est moins sévère, là où on a accordé 15 000 € pour les premiers anti-TNF sur les réductions de coûts de l'hospitalisation et de la chirurgie orthopédique, peut-être qu'aujourd'hui, on n'accorderait pas des prix aussi élevés. 28 minutes et 52 secondes, voilà ce que je voulais illustrer et discuter avec vous et avec le professeur Fautrel. Merci, professeur Flippo, c'était extrêmement clair. Et effectivement, alors pour le coup, on a de quoi discuter parce que j'aurais dit quand même que même quand j'ai fait mes études, donc c'était dans les années 90, on avait cette utilisation du méthotrexate et on essayait vraiment d'infiltrer tout ce qu'on pouvait infiltrer. Donc j'ai l'impression que ça, c'était différent de ce qui se passait dans les années 70 où on avait quelque part une espèce d'acceptation de la fatalité de la maladie, des douleurs qui étaient engendrées par la maladie, qui étaient peut-être plus importantes. Mais voilà, j'avais quand même l'impression que l'effet des traitements avait quelque chose à voir avec ce pronostic meilleur. Donc effectivement, sur le plan historique, comme on a quelques minutes, en France, on a utilisé les sels d'or en première intention jusqu'au début des années 80. Et dès le début des années 80, quand aux États-Unis, en 83-84, le méthotrexate a été remis en avant,
dès le milieu des années 80, le méthotrexate est devenu le premier traitement de fond de l'APR avec des disponibilités variables en fonction des régions. J'ai taquiné au départ en retraite du professeur Bernard Combe, son prédécesseur, le professeur Sani, car à Montpellier, pour donner du méthotrexate, il fallait avoir l'avis du grand professeur. Par contre, je vous ai montré des travaux notamment scandinaves, japonais, américains. Et là, c'est vrai que même jusqu'en 90-95, c'est la salazopyrine qui restait vraiment leur premier traitement de fond. Et on sait que ça n'a pas la même efficacité que le méthotrexate. Ça, c'est clair. L'autre élément, et moi, ça me semble vraiment important de le redire, c'est qu'on a régulièrement, alors pas fréquemment, mais régulièrement des patients qui ont raté cette notion de cette fenêtre d'opportunité, qui ont été sous-traités en termes de traitement de fond, et on voit que leur polyarthrite, sans aller forcément directement à la chirurgie orthopédique, mais on voit des dégâts articulaires, donc l'agressivité potentielle de la maladie, elle est bien là quand même. Je n'ai pas des questions sur le chat, mais n'hésitez pas à en poser parce que ce sera pour que les choses soient claires pour vous et je crois que c'est vraiment important. Sentez-vous libre de poser des questions à René Marc. En termes de mortalité, j'avais l'impression que cette mortalité était en train effectivement de diminuer, comme tu l'as dit, mais qu'on n'était pas encore au niveau de la population générale. Il restait quand même un petit surrisque. Il reste un petit surrisque. Donc, il y a plusieurs études sur le sujet. Et effectivement, il faut conclure pour dire qu'on se rapproche de la population normale, surtout pour les polyarthrites qui sont rapidement en rémission, qui sont bien contrôlés. Il reste un tout petit surrisque, mais il est en train de s'atténuer, avec aussi un autre élément que nous disent les cardiologues, puisqu'on intervient régulièrement en binôme, c'est que c'était surtout des décès par accident coronarien aigu, et les cardiologues ont fait des progrès, et de façon générale, la mortalité par accident coronarien aigu a considérablement diminué. Donc, ce qui est sûr, c'est que la morbidité reste quand même élevée. La mortalité, effectivement, il y en a nettement moins. Il y a une question des Marseillais. Disons qu'on a l'impression que toi, tu parles plus d'une évolution qui est plus favorable et moi, plus d'un effet des traitements. Et on est d'accord avec ça. Et il y a quand même un élément qui, pour le coup, n'est pas visible pour moi. C'est je n'ai pas connu les polyarthrites des mineurs. On a eu quelques polyarthrites de personnes qui avaient été exposées à la silice, comme des maçons. Effectivement, ça pouvait être des formes assez sévères, mais j'ai quand même l'impression que potentiellement, tu as dû voir, toi, René Marc, avec nos quelques années d'écart, et l'exercice dans le Nord, des cas particulièrement inflammatoires et érosifs de polyarthrite chez les mineurs, ce que moi, je n'ai pas vu. Donc, ça peut Oui, être. pour les mineurs, c'est devenu aujourd'hui, par certains côtés, anecdotique, historique. Les mineurs, c'était un modèle expérimental parce que les mineurs fumaient beaucoup dans des toutes petites maisons de corons, fenêtres fermées, portes fermées, parce que dans le nord, il fait un peu froid, et ils fumaient beaucoup. Donc, ils ont cumulé tabac et silice et ils ont développé des polyarthrites très sévères. Et avec l'atteinte pulmonaire, ils ont rarement dépassé les 50 ans. Leurs femmes qui n'allaient pas à la mine ont aussi développé énormément de PR parce qu'elles avaient le tabagisme minimalement passif et il y avait un petit peu de silice qui se baladait quand même dans la maison. Alors, la conclusion sur la remarque qui est faite par l'équipe de Tao, c'est que je pense que la moindre sévérité actuelle résulte d'une combinaison de facteurs environnementaux qui font que la polyarthrite rhumatoïde aujourd'hui est plutôt moins sévère qu'au siècle dernier. Et bien sûr, et politiquement, je dirais certainement pas le contraire, le fait que le diagnostic est un peu plus précoce, que le méthotrexate et la corticothérapie initialement est mise en route très rapidement, avec un effet qui certainement va freiner considérablement, voire stopper la maladie sur ses premiers mois, premières années. Donc je suis convaincu que c'est l'élément majeur. Par contre, démontrer que les biothérapies sur les critères durs, chirurgie prothétique, manifestation extra-articulaire grave, je ne suis pas du tout convaincu que ces thérapeutiques nouvelles
est un véritable impact. Ils l'ont sur le plan symptomatique. Et d'ailleurs, la question de Nantes-Marseille, la spondyarthrite ankylosante, ben, sauf exception, il n'y a plus de colonne bambou en 15-20 ans comme autrefois. La majorité n'ont toujours pas de biothérapie. Et même sous biothérapie, on gagne un quart de demi-millimètre tous les 5 ans. Donc je pense que PR, SA, rhumso, on est sur des maladies où sur le plan physiopathogénique, les facteurs environnementaux actuels vont dans le sens d'une moindre sévérité. Une petite question sur est-ce qu'une PR qui a des infections à répétition ou qui a une néoplasie, tu la qualifierais de PR sévère? Alors, je ne la qualifierai pas de PR sévère, je la qualifierai de PR compliquée. Donc, voilà. PR à emmerdement. Ben voilà, c'est une PR compliquée dans sa prise en charge thérapeutique, mais je ne dirais pas que la survenue d'infections à répétition rentre dans le cadre de la sévérité de la maladie, s'il n'y a pas de poumon rhumatoïde sous-jacent. Et une dernière petite question qui nous vient de Claire Rampenot, et dans mon souvenir, c'est Montpellier, mais j'ai peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on continue à recommander un suivi radiographique chez nos patients? Alors, Elles ne sont pas très érosives. dans l'état actuel des choses, dans la polyarthrite rhumatoïde débutante, à ma connaissance, on n'a jamais remis en cause les recommandations qu'on avait rédigées il y a maintenant près de 20 ans, dans laquelle, même chez un malade qui va bien en rémission, sur les 2-3 premières années d'évolution, on recommandait minimalement le suivi structural annuel. Donc je pense que sur le début de la maladie, là où l'historique de la maladie montrait les progressions structurales, surtout sur les 3 à 5 premières années, je pense qu'il faut rester attentif et vigilant. Par contre, je reconnais que ce sont des malades que nous voyons peu en tant qu'universitaires dans les centres tertiaires, puisque, en général, ils sont pris en charge par les rhumatologues libéraux sur ces premières années. Et je dois reconnaître que j'ai rarement un suivi radiologique minimum dans la paire débutante par mes collègues libéraux. Donc là, je pense qu'on a un petit peu trop relâché notre attention. Voilà. Ah, Bruno, je ne t'entends plus, tu ne bouges plus. Un petit problème de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Ah, ça y est, Bruno, tu es réapparu. Exactement. Et je vous voyais tout figé. Et donc, ça y est, la connexion s'est réinstallée. Voilà. Eh ben, merci René-Marc. Merci à tous de votre participation et de votre interactivité. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et rendez-vous pour un prochain séminaire la semaine prochaine. À bientôt. Merci, bon courage à tous.